Fait que, encore une fois, merci de vous joindre à nous pour notre webinaire Microage parle technologie. Mon nom est Maria Pioré, je suis directrice des opérations chez Microage et je suis accompagnée par mon collègue Sergio Lima, directeur succès à la clientèle. Bienvenue encore une fois, Sergio. Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Et Steve me dit qu'il y a de la neige à Sherbrooke aussi. Fait que, on a de la neige un peu partout au Québec. Donc, la conversation d'aujourd'hui portera sur la fin de support de Windows 10. On en parle beaucoup et on va vous expliquer le pourquoi de tout ça. Mais avant de débuter, juste quelques petites notes. Tous les participants sont en mode silence pour réduire le bruit de fond. Fait que je suis pas mal sûre que vous êtes déjà au courant. Nous vous encourageons à poser vos questions tout au long de la présentation en utilisant l'onglet questions de l'outil webinaire. Le webinaire est enregistré et un lien vers l'enregistrement ainsi que le livre électronique que nous offrons aujourd'hui va vous être envoyé plus tard, un peu plus tard cet après-midi. Nous vous encourageons de télécharger le document, à réécouter le webinaire ou le partager avec des collègues qui pourront en bénéficier. Et, dernièrement, à la fin du webinaire, vous recevrez un court sondage de trois questions pour recueillir vos commentaires. Nous serons très reconnaissants si vous pouvez prendre une minute pour nous faire part de vos commentaires et nous aider à améliorer les prochains webinaires. Fait que avant de passer la parole à Sergio, je prends un instant pour vous donner un aperçu de Microage pour ceux qui nous ne connaissent pas. Microage est un fournisseur de services technologiques avec 40 succursales à travers le pays. Nous fournissons des services et des solutions informatiques à nos clients depuis plus de 44 ans maintenant. Pour bien vous servir, il est important pour nous de comprendre vos opérations, vos clients, votre personnel, vos objectifs, vos défis, vos opportunités. Bref, on a besoin de comprendre votre organisation. Et ça nous permet de recommander et fournir les services et les solutions informatiques qui vous conviennent. Voilà en quelques mots qui nous sommes et la manière dont nous travaillons avec nos clients. Sergio, je passe la parole à toi. T'es-tu sur mute, Sergio? Oui, excuse-moi. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde est à l'abri, on est confortable. Moi, j'ai mis un petit manteau parce que j'ai un peu froid dans mon bureau, là. Fait que c'est pas à cause de la neige, c'est juste parce qu'il fait froid. Mais aujourd'hui, on va compter les jours ou les mois. Il vous reste 8 mois avant la fin de Windows 10. Fait qu'on a parlé au niveau du support de Windows 10. Effectivement, Windows 10 va continuer de rouler après cette date, mais il y a plusieurs choses que Microsoft va arrêter de faire et c'est là qu'on va parler un petit peu c'est quoi vos risques, les vulnérabilités et les avantages au niveau du Windows 11, comment vous devriez vous préparer, planifier la transition, etc. Puis peut-être que si vous avez des questions, on va répondre aux questions. Pas Donc, si vous avez des questions. Demandez les questions. Oui, Sergio demandez aime les ça questions. de répondre aux questions. Oui, fait que 8 mois, c'est pas long. C'est quoi les implications au niveau quand la date du 14 octobre, je pense, hein, c'est ça? 14 octobre. 14 octobre 2025. C'est ça. Fait que Microsoft va arrêter de faire les mises à jour de sécurité. Fait qu'ils vont arrêter de publier les mises à jour à partir du 14 octobre. Donc, on va mettre un mot gratuit parce qu'ils vont arrêter de vous fournir des mises à jour gratuites au niveau de la sécurité critique, amélioration, mise à jour, roll-up, update, feature update. Il y a plein de différents correctifs que Microsoft publie. Bien, tout ça va arrêter, sauf quelques-unes, puis je vais vous expliquer pour plus tard c'est quoi exactement qui peut continuer, mais ça vous coûte de l'argent pour le continuer. Donc, les vulnérabilités de sécurité vont arrêter. Fait que, qu'est-ce que ça représente? Moi, je vous dirais, ça, c'est le plus important de tous les points que je vais parler. C'est bien beau de dire Windows 11 ou la nouvelle version de peu importe, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités, c'est les bells and whistles, comme on dit en anglais, là, tous les nouveaux features que c'est bon à avoir, mais des fois, ce n'est pas nécessaire pour qu'on puisse
fonctionner dans notre business. Par contre, celui-là est très important. Le fait qu'il n'y aura plus de mises à jour ou des mises à jour au niveau des bugs, au niveau des mises à jour des fonctionnalités. Fait que pas de nouvelles améliorations au niveau efficacité, nouveaux features qui viennent avec le Windows 10 ou quoi que ce soit. Ils vont carrément arrêter tout le développement de tout ça. Fait que ça fait des mois que moi, je parle de ça déjà à tous nos clients. Puis là, bon, le temps passe tellement vite qu'il nous reste juste 8 mois avant que ça arrête. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui vont arrêter d'être développées par Microsoft, principalement. Ce qui vous concerne, c'est vraiment les vulnérabilités au niveau les nouvelles menaces, les risques par rapport à vos données et tout. Pourquoi? Parce que les cybercriminels vont utiliser ça, comme ils l'ont fait dans le passé avec Windows 8, comme ils l'ont fait avec Windows 7, comme ils l'ont fait avec Windows XP. Ils vont utiliser ou exploiter le fait que Microsoft ne développe plus des mises à jour de leur système d'exploitation. Sergio, on a une question de Mohamed. Quels sont les risques en matière de cybersécurité si nous restons sous Windows 10 après cette date? Bien, le plus important, ça c'est que si jamais il y a une exploitation qui est sortie, parce que Microsoft va arrêter de faire des mises à jour à partir du 14 octobre, mais les cybercriminels vont continuer d'exploiter ou d'essayer de trouver des vulnérabilités à l'intérieur de Windows 10. Ça, ce n'est pas unique à Windows 10. Ça fait des décennies que les criminels essayent d'exploiter. Puis là, Microsoft est toujours en train de mettre des patchs, des correctifs pour fermer ces trous-là. Bien, ce qui va arriver à partir d'octobre, c'est qu'ils vont arrêter de fermer certaines choses ou des vulnérabilités, possiblement non critiques, non sécuritaires, mais dans les autres features que les cybercriminels peuvent exploiter, prendre contrôle de votre machine, rouler des scripts, prendre contrôle de votre environnement, un peu comme tout le reste des webinaires qu'on fait par rapport à réduire vos risques de sécurité. Puis on le parle souvent par rapport aux serveurs, si vos serveurs ne sont pas mis à jour correctement, régulièrement, bien, il y a des criminels qui vont rentrer pour essayer d'exploiter ça. C'est la même chose pour les systèmes d'exploitation de bureautique. Fait qu'une fois qu'ils ont contrôle à ça, bien, tout peut arriver, soit les scripts, soit un scan de votre environnement, exfiltration des données, prendre contrôle des comptes, plusieurs comptes, augmenter son niveau d'autorité dans votre environnement et ensuite, ben, soit vous prenez en rançon ou vraiment juste détruire les données ou typiquement comme les criminels font quand vous faites hacker. Mais pour mentionner, ça vaut la peine pour les cybercriminels de continuer à voir s'il n'y a pas de nouvelles, de nouvelles trous, des façons de rentrer, parce que il y a des millions et des millions d'appareils qui sont encore sur Windows 10 et on comprendra que même le 14 octobre, ça ne changera pas du jour au lendemain. C'est pour ça qu'on en parle là, pour essayer au moins pour nos clients, de les aider à faire la transition. Mais il va en avoir là, des appareils qui sont quand même sur Windows 10. Fait que ça vaut la peine pour les cybercriminels de mettre du temps là-dessus. Oui. Puis c'est sûr que vous avez plusieurs questions par rapport à les applications qui roulent dans votre système, etc. On va parler de ça bientôt. Oui, Mohamed, justement, il demande la question, quelle solution alternative proposez-vous? Fait qu'on va en parler, Mohamed. Ouais. Donnez-nous quelques minutes. Oui. Fait qu'on a 3 choix, 3 options pour transitionner vers le Windows. Le premier, ça c'est mettre à niveau les appareils à Windows 11. Fait que c'est sûr que Microsoft propose actuellement les mises à niveau gratuites vers Windows 11 si l'appareil répond aux exigences minimales du système. Okay? Donc, je pense que le lien est en rouge. Maria, il me semble que quand le monde va recevoir ça, c'est un lien qu'on peut cliquer, j'imagine. Oui, justement, merci de me le faire penser. La présentation, le PDF de la présentation est dans la section Handout de l'outil de webinaire, mais pour une raison que je ne sais pas, parce que je ne suis pas tout à fait très technique, le lien n'est pas cliquable. Fait que j'ai mis ce lien-là dans le chat. Fait dans que le chat. vous pouvez aller le chercher. Je vais mettre
tous les liens que vous allez voir là aujourd'hui, je vais les mettre dans le chat pour que vous pouvez aller les chercher parce que je ne sais pas pourquoi ça n'a pas marché cette fois-là avec le PDF. Donc, désolé pour ça. Ben, l'important, c'est de rouler cet exercice-là au niveau de cliquer sur ce lien puis voir, c'est comme une espèce de... ben, ça vous donne la liste de qu'est-ce qui est requis par rapport à Windows 11, puis si vos machines sont compatibles avec. Fait que ça vous aide à identifier est-ce qu'il y a des machines que je dois possiblement changer, qui est vraiment l'option numéro 2. Fait que soit qu'on met à niveau des machines que vous avez en ce moment qui seront compatibles avec Windows 11. Peut-être qu'il y a un manque de mémoire, rajouter de la mémoire. Peut-être qu'il y a un espace disque, changer de disque dur, possiblement. Mais des fois, quand on fait ça, ben, l'exercice de peut-être acheter une nouvelle machine, les finances, financement et tout, peut-être ça vaut la peine de regarder l'option 2 au niveau acheter des appareils, un nouvel appareil avec Windows 11, excuse. Donc, si vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà un programme ou du budget réservé pour ça, ben, il reste à faire déterminer quelles machines ne sont plus compatibles avec Windows 11 et voir si ça fait dans vos budgets. Sinon, la troisième option, c'est de garder, ben, je ne veux pas dire rester avec Windows 10, mais c'est de prolonger vos activités et continuer de rouler avec Windows 10. Mais vous pouvez vous abonner sur ce qu'ils appelle du ESU, le End of Support. Comment ils s'appelle ça? Je me souviens pas. Extended Support Unit ou quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un SKU, c'est un achat d'un genre de licence qui vous permet de toujours recevoir les mises à jour de sécurité critiques importantes. Fait que vous pouvez quand même continuer. Pourquoi vous voudriez faire ça? Ben, peut-être budgétairement, vous n'êtes pas prêt de le faire cette année, vous êtes prêt l'année prochaine. Fait que ça serait peut-être une option. Peut-être que vous avez des applications qui ne sont pas compatibles avec Windows 11 et ça prend de la planification. Il faudrait parler avec le distributeur, le manufacturier du logiciel pour voir s'il y a une version qui fit avec Windows 11. Ces facteurs-là, ben, vous avez le choix quand même de rouler ou d'acheter ce genre de support extensionné qui va vous donner les mises à jour critiques, au moins. Mais il faut juste noter qu'il n'y a pas il n'y a aucune mise à jour au niveau nouveau feature ou quelque chose qui va mieux fonctionner. C'est vraiment le minimum possible que Microsoft par rapport aux exploits, les vulnérabilités. Ils vont continuer de publier ça, mais il faut payer pour avoir ça. Versus maintenant, on a juste des mises à jour automatiques où on peut le faire. J'ai quelques détails, Maria. Je ne sais pas si ça a changé depuis qu'on a écrit ça, mais le SKU, le part number, n'est pas disponible pour le moment. En ce moment, c'est un peu nébuleux de ce côté-là, exactement quand ça va être disponible, mais c'est de ce qu'on comprend, ça va être comme au mois d'octobre ou au mois de novembre. On va peut-être avoir les prix avant. Mais pour l'instant, on n'a pas exactement la date quand est-ce qu'ils vont sortir le SKU. L'autre chose, juste mentionner aussi que le lien, les mises à jour de sécurité critique est important. J'ai un lien encore dans le chat. C'est la définition que Microsoft donne à les mises à jour de sécurité critique est importante. Fait que comme ça, vous avez toutes les informations là. Sergio, tu vas-tu parler des prix? Oui, on a des prix en US, ce qu'on a vu, mais on n'a pas de prix canadien pour le moment. Comme j'ai dit, j'ai aucune idée quand est-ce que ça va sortir, probablement vers la fin septembre ou octobre. C'est 61 US pour la première année par poste. Si vous continuez à la deuxième année, c'est 122 US. Et si vous êtes à la troisième année de ça, ben, c'est 244. Fait que le prix monte. Oui, ça double à chaque année. Mais encore une fois, si vous avez quelques postes de travail qui ne sont pas à jour, puis vous êtes obligé de rester avec du Windows 10, il y a quand même moyen d'avoir des mises à jour de sécurité à un petit prix de 61 par poste par année. Pour la première année, excuse. Puis c'est ça, le prix double à chaque année. Fait que si vous avez 10 postes, c'est correct, mais si vous avez 100 postes, ça commence à être un peu cher pour
pour continuer. Surtout quand on a un système d'exploitation qui est offert gratuitement par Microsoft, mais peut-être ça vaut la peine d'aller si vous n'avez pas de problématiques au niveau des applications ou compatibilités. Mais on sait aussi que, tu sais, il y a des organisations qui ont fait un investissement dans une machine quelconque qui coûte des milliers et des milliers, des centaines de milliers de sous. Fait que c'est pour ça que vous faites le travail de voir qu'est-ce qui est compatible, qu'est-ce qui n'est pas compatible pour avoir justement un plan pour ces cas-là. Justement, Alexandra demande pour les plus vieilles machines, est-ce que c'est possible de seulement changer le processeur afin de correspondre aux critères d'installation pour Windows 11 plutôt que de changer une machine au complet? Juste le processeur, je ne suis pas sûr. J'ai la tendance de dire non, à moins que vous avez des machines que vous avez bâties vous autres même, qui a peut-être que c'est toujours dépendant sur la carte maîtresse qu'est-ce qui est capable de supporter en termes de processeur. Fait que s'il est capable de le supporter, peut-être. Mais si je passe à la prochaine page, là, il y a la première fonctionnalité au niveau des avantages. Il y a une chose que Windows 11 prend en gestion très bien versus Windows 10, c'est le TPM qu'il appelle. Fait que c'est le Trusted Platform Module. C'est la couche. En fait, c'est un chipset qui est sur la carte maîtresse et non dans le CPU. Fait que c'est pour ça que je dis que possiblement que ça ne serait pas une solution de juste remplacer le CPU, mais vous êtes obligé de changer la carte maîtresse. En utilisant le TPM 2.0, parce que nous, on a vu beaucoup de clients qui utilisent toujours l'ancienne version 1.2. Fait que là, il faut mettre à jour le BIOS. Si votre carte maîtresse ou le manufacturier est capable de mettre à jour pour vous donner accès au TPM 2.0, c'est parfait. C'est ça que Windows 11 utilise principalement au niveau de la sécurité. Fait que le Windows Hello, au niveau de l'authentification à 2 facteurs, au niveau des phishing intégrés, au lieu des mots de passe, c'est des pins, c'est le visage. Fait que moi, j'ai pris avantage de ça. Je pense que je me souviens plus de mon mot de passe de mon ordinateur si je le fais avec mes yeux ou avec un code. Fait que c'est juste plus efficace et plus sécuritaire parce qu'il match avec, dans notre cas, on le match avec Active Directory, avec Azure, il y a une synchronisation. Fait que la sécurité est vraiment passe à travers toute votre infrastructure si c'est configuré comme il faut. Et ça vraiment, ça permet d'assurer que c'est bel et bien moi qui slog à cette machine-là et non quelqu'un d'autre. Il y a aussi au niveau de l'isolement des processus, des applications qui appellent le VBS, c'est une amélioration au niveau des environnements. Donc, si vous êtes, ça fait longtemps que vous utilisez des ordinateurs dans le temps de Windows XP et 7 et des fois quand on avait une application qui ne roulait pas comme il faut, était gelée, était problématique, souvent ça causait des problèmes sur la machine au complète, sur d'autres applications, ça gelait au complète, on était obligé de fermer le tout, redémarrer, problématique. Ben, Windows 11 est capable d'isoler les environnements ou les applications pour ne pas quand on a une application qui est problématique, ce n'est pas les 5 autres applications qui vont payer le prix pour cette application qui est figée ou gelée à quelque part dans votre système, mais ça va continuer de rouler. C'est plus facile, en fait. Encore une fois, c'est toujours dans le but d'être productif, la productivité des employés. Fait que si jamais il y a une application qui ne marche pas, mais on ne veut pas que cet utilisateur perde 10 minutes pour d'essayer de fermer tout quand tout est gelé puis de redémarrer, mais l'usager peut toujours continuer de rouler le reste des applications pendant que la machine essaie de revivre cette application. Prochain point, le support. Fait que c'est sûr que ça, c'est par rapport au niveau les correctifs qu'on va appliquer, mais quand même, mettons la non-conformité aux réglementations de l'industrie, toutes les organisations dans les secteurs que la santé, la finance, les services juridiques, ils doivent respecter des normes. J'imagine, c'est impératif, il faut qu'ils respectent. Fait quand on utilise des systèmes d'exploitation qui ne sont pas pris en charge, les correctifs ne sont plus disponibles, ça sort de leur conformité et c'est problématique parce qu'ils ont des exigences.
Puis ça aussi, ça peut s'appliquer par rapport à votre assureur de cyberassureur, parce qu'eux autres aussi vont bientôt exiger que vous avez un système d'exploitation qui est supporté correctement, soit avec Windows 11 ou soit avec Windows 10 avec les ajouts de critiques. Fait qu'il faut juste prendre ça en considération. Parce que sans critique, sans correctif régulier, ben, les systèmes deviennent toujours des cibles faciles pour les cybercriminels. Puis ça met en danger vos données et toutes vos opérations commerciales. Troisième avantage, il y a des outils de productivité améliorés. Ça, je trouve ça cool un peu. Je l'ai testé, ça va bien. Ça fait des années que moi, j'essaie de rouler toujours. Quand je fais une comparatif de deux chiffriers Excel, j'ai mis un sur un écran, l'autre sur l'autre écran. Je bascule, je fais la validation, mais maintenant avec des snap layouts ou les agencements snap et les groupes snap, on peut organiser plusieurs applications dans une fenêtre, mettons. Puis des fois, pour quelqu'un qui travaille de la maison, qui a juste un écran, ça peut être utile parce qu'on peut mettre 2, 3, 4 applications sur le même écran puis essayer de voir. Ça doit être très utile possiblement pour des développeurs. Peut-être quand on roule quelque chose, bien, on le voit en haut à droite à l'écran pendant qu'on est en train de regarder des courriels et faire d'autres choses en bas à gauche. Fait qu'il y a différentes façons d'organiser votre bureau des applications pour que ce soit plus facile à voir et lire Microsoft dit que ça vous rend plus productif. Ouais, mais moi, je trouve ça plus un gadget que d'autres choses. Mais ça fonctionne. C'est ça qu'ils disent. Oui. Le bureau virtuel, oui. Bon, si quelqu'un aura possiblement une question à nous dire, comme qu'est-ce qui arrive avec mon application qui n'est pas compatible avec Windows 11 et je n'ai pas le choix de continuer de rouler ça pendant X nombre de temps. Je fais quoi? N'arrêtez pas votre planification au niveau Windows 11 parce qu'il y a possiblement moyen de faire rouler votre application dans un bureau virtuel, une machine virtuelle qui va rouler dans ton Windows 11. Donc, on peut vous migrer vers Windows 11 avec tous les avantages d'être à jour. Et ensuite, on peut rouler une autre machine virtuelle à l'intérieur, que ça peut être Windows 11 parce que vous voulez peut-être faire un développement, un test, vous avez un environnement de test, un sandbox qui appelle pour faire quelque chose. Mais vous pouvez aussi, vous avez le choix de rouler cette machine virtuelle en Windows 10, qui est complètement fonctionnelle à l'intérieur de votre Windows 11 et votre application peut être hébergée dans cette machine virtuelle pour continuer de fonctionner. Ça peut être une option. Moi, je dis toujours il faut faire une preuve de concept ou des tests. Ne mettez pas à jour toutes vos machines et ensuite essayer de rouler du VM, puis installer l'application, puis croiser les doigts, puis espérer que ça va fonctionner. Je suggère fortement d'avoir une machine en Windows 11, d'activer votre machine virtuelle en Windows 10, installer l'application et voir comment ça fonctionne. Donnez-le à vos employés ou à quelqu'un qui va le tester avant de faire cette migration pour le bon. Pourquoi je vois le 3 toujours? Parce que c'est des outils de productivité. Ah oui, ça continue. OK. Fait que c'est les outils. OK. Moi, je l'utilise un petit peu, mais je trouve qu'il faudrait que je fasse un petit peu. J'ai pas le temps, honnêtement. Si j'aurais du temps, puis c'est bizarre parce que c'est cette fonctionnalité-là qui va me permettre de me donner plus de temps, mais j'ai pas le temps de le faire. Fait que, vous pouvez réduire les distractions, comme qu'ils disent. Là, je travaille avec mon courriel, je m'en vais sur un site web, je fais des recherches, j'ai des pop-up, j'ai quelqu'un en Teams qui me pose la question, je distrais, je commence à répondre. Un courriel qui apparaît, j'ai un autre pop-up, oh, c'est un courriel, il faut que je touche tout de suite. Là, je distrais. Au lieu de faire un focus sur une chose, je commence à travailler sur plusieurs choses et à la fin de la journée, j'ai rien fait. Donc, il y a des différentes fonctionnalités pour minimiser les distractions, pour les alertes et tout. Il y a des conditions que vous pouvez mettre en place qui vous aident à concentrer sur ce que vous voulez faire dans une journée. Fait que moi, je ne l'ai pas fait à 100%, mais
C'est ça, j'ai besoin de me concentrer là-dessus. Mais je suggère, si vous avez une machine à Windows 11, faites quelques recherches au niveau de comment vous êtes plus productif, puis ne pas faire déranger dans des sessions. Il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties qui vous expliquent comment réduire le bruit. Comme nous, on dit là, pour nos clients, quand on gère un client, je veux réduire le bruit des appels, réduire le bruit des problématiques. C'est la même chose pour chaque individuel, chaque employé. On peut réduire le bruit qui est alentour de cet environnement Windows 11 dans le but d'être plus productif. Avant qu'on passe au prochain, on a une question, puis juste mentionner que, encore là, le lien qui est en bas pour avoir toutes les différentes fonctionnalités de Windows 11, je l'ai mis dans le chat pour vous. Mais on a une question de Charles Sergio qui dit, si on roule des VM avec Windows 10, elles sont aussi vulnérables qu'un poste physique? Oui, et il reste à voir parce que cette machine-là, techniquement, oui. Oui, mais si vous êtes obligé, mettons vous voulez la meilleure des deux scénarios, je veux que mon utilisateur roule du Windows 11 pour prendre avantage de tout ça, mais j'ai quand même une application qui roule juste en Windows 10, fait que je suis obligé d'avoir une machine virtuelle. Ben, moi, je suggère d'acheter le SKU pour extensionner le support au niveau des critiques parce qu'il faut quand même mettre des correctifs sur ce système d'exploitation-là. Ça reste que c'est une machine quand même, là. Même si c'est virtuel, c'est quelque chose qu'il faudrait toujours garder à jour. Fait que oui, vous êtes vulnérable, fait que vous devriez mettre le plus de sécurité dessus. L'autre question, ça serait est-ce que je suis obligé de mettre un antivirus? Mais c'est une machine virtuelle. Fait que oui, ça monte. C'est dans votre environnement. S'il n'y a pas d'antivirus, c'est une machine non protégée. Fait que c'est des considérations. Le coût peut augmenter drastiquement si on a des applications versus garder cet environnement versus peut-être parler au fournisseur puis d'avoir une application qui est plus récente si vous avez le choix. Là. Exemple, je ne sais pas, comptabilité qui roule à Comba, Sage. Mais si vous n'avez pas la dernière version, mais ils ont une nouvelle version qui est compatible avec Windows 11. Fait que je suggère de mettre à jour cette application aussi. Mais tu vas me corriger, Sergio, si j'ai tort, mais quand, mettons là, que c'est quelque chose qui est incapable de le mettre à jour parce que le fournisseur ou encore là, la machine, l'application est pas, on n'est pas capable de le mettre à jour. Il n'y a pas moyen de l'entourer pour que c'est comme séparé du network, du réseau. Ben oui, c'est certain, mais connaissez-vous quelqu'un, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui utilise une application qui nécessite pas la connectivité avec un serveur pour des données ou Internet pour faire fonctionner ou transférer certaines choses? C'est ça le problème. On a des clients qu'on a isolés des environnements, c'est plus manufacturier, genre une machine qui contrôle, un PC qui contrôle une machine qui coupe quelque chose, métal, matériel, quoi que ce soit, puis c'est fait dans 1900 tranquille puis ils n'ont pas le choix de le garder parce que ça matche avec la machine qui coupe. Mais ça, on peut l'isoler parce qu'il n'y a pas besoin de communiquer avec Internet, il n'y a pas besoin de communiquer avec des serveurs. Oui, c'est faisable. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on a des applications qui roulent en Windows 10, mais j'ai quand même besoin d'Internet, j'ai quand même besoin d'envoyer quelque chose, imprimer un rapport. C'est là la connectivité vers le réseau et c'est là la vulnérabilité ou le risque. OK, merci. Mais oui, on peut les séparer. Si vous me dites, j'ai juste une personne qui roule une application, puis je ne peux pas la changer, mais c'est juste une personne, on peut facilement l'isoler s'il n'y a pas besoin de lien. OK, so la préparation, ben, quatrième avantage, c'est plus la préparation pour l'avenir. C'est clair qu'il y a beaucoup qui s'en vont, info nuagique, cloud, Microsoft, toute la suite d'Office est maintenant du 365, c'est rendu dans le cloud. L'intégration avec le cloud, avec vos appareils téléphoniques, tout fonctionne mieux quand c'est dans le cloud. Pourquoi? Parce qu'on se log sur une machine et là, on est capable de se transférer. Puis l'avoir, exemple, l'historique que j'ai fait dans Microsoft Edge ou Google, mais moi, je peux l'avoir sur mon téléphone instantané parce qu'il y a une synchronisation qui se fait. Microsoft fait la même chose, évidemment.
Fait que l'intégration vers le cloud, ça va arriver il va y avoir beaucoup plus d'avantages dans le futur, mais pour le moment, ce que je vois, c'est que ce que je fais sur mon ordinateur en ce moment, je suis capable de le faire quasiment tout sur mon cellulaire. Fait que c'est déjà, il y a un avantage sur ça, mais ça va être beaucoup plus puissant dans le futur. Puis Windows 11 est optimisé pour le matériel qui est sorti plus récent. Fait que qu'est-ce que ça signifie? C'est que il va prendre avantage de toutes les composantes qui ont été bâties en ce moment versus les anciennes versions que souvent ce qui est arrivé, c'est que les manufacturiers de composantes sont un petit peu plus avancés que les systèmes d'exploitation. Et la Microsoft, ce qu'il essaie de faire, c'est de rattraper puis prendre avantage de tous les hardware ou le matériel que vous achetez dans certaines machines. Mais comme l'intégration de l'intelligence artificielle, right? Oui, Dans les exactement. matériels, ouais. Oui, ben c'est clair maintenant mettons avec Copilot, ce qui va arriver, c'est que tout ce qu'on fait au niveau du Copilot, ben, il y a comme une intégration de tout ce qui est cloud versus votre machine versus mobilité. Fait que ça vous permet d'être beaucoup plus productif. Encore une fois, c'est plus pour la productivité que d'autres choses. Je n'ai pas mentionné de la sécurité, mais il faut toujours penser de la sécurité quand vous mettez ça en place. Ouais. Ça, c'est un autre webinaire. Je prends la note. Une heure au complète. Donc, pourquoi commencer à planifier votre transition? Ça semble loin, mais c'est pas loin. Honnêtement, au mois d'octobre, ça passe, ça s'en vient vite. OK? Fait que ça prend, il faut comprendre l'ampleur, évidemment. Avez-vous une infrastructure qui est simple, complexe, beaucoup d'applications, beaucoup de postes de travail? Encore une fois, avez-vous des applications que c'est des vieilles applications? Il faut penser à ça, il faut faire la planification correctement. Il ne faut jamais sauter dans ça puis de migrer tout le monde en même temps. Ça prend de la planification pour faire ça. Puis nous, par expérience, de faire des petits environnements, des gros environnements, on n'a jamais fait un déploiement au complète avec un clic pour le faire parce que il y a toujours quelque chose qui arrive. Fait que ça prend vraiment une évaluation de ça. Il ne faut pas juste dire, OK, demain, j'ai 10 machines à remplacer, je vais acheter 10 machines où je vais faire la mise à jour, puis tout va fonctionner bien. Oui, peut-être, ou peut-être que non, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas pensées. Donc, évidemment, il faut déterminer la compatibilité. Ouais. Fait que, ça se peut que l'ancienne application fonctionne avec Windows 11, mais il faut le tester. Fait que c'est clair que vous devriez évaluer tous les programmes qui nécessitent des mises à jour, parler avec les fournisseurs, voir s'il y a des mises à jour au niveau ou des correctifs pour ces applications-là pour prendre avantage de Windows 11. Ça peut pousser vos délais. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut penser à ça maintenant parce qu'on ne peut pas penser à ça le 13 octobre qu'on va décider de migrer. Il y a plusieurs facteurs qui s'en viennent. Je pense que c'est la prochaine page. Hein. Par rapport au ne pas attendre jusqu'à la dernière minute pour faire tout ça. Il faut penser aux correctifs, les applications spécialisées et tout. Mais là, je vais sauter des pages pour personnalisation d'une stratégie. Élaborer votre transition, c'est clair. Planifier, peut-être que je vais faire le département de comptabilité, le département des ventes en premier. Est-ce que j'ai des employés que si jamais quelque chose arrive, il y a moins d'impact, est-ce que je peux les tester sur eux autres avant? Au niveau des perturbations, c'est ça qu'on parle. Vraiment planifier le projet correctement. Avoir des échéanciers, c'est très important de ne pas juste décider de le faire la semaine prochaine, mais vraiment de penser à tout ça. Pourquoi? Il y a d'autres facteurs. Il y a la formation, le support. Souvent, ce qui arrive, c'est que les entreprises passent à la prochaine version de Windows et zéro formation, zéro support ou support très minime. Puis souvent, le monde qui vont faire le support ne sont même pas formés à 100% sur le nouvel système d'exploitation. Fait que ça devient difficile à supporter vos employés si vos personnels techniques ne sont pas formés. Fait qu'il faut planifier un petit peu de formation pour les employés. Pourquoi?
parce qu'on vous donne Windows 10 à Windows 11. Honnêtement, je peux personnaliser mon Windows 11 pour avoir l'air d'un Windows 10, puis je vais continuer de fonctionner comme je fonctionne. C'est pas le but. Le but, c'est de prendre avantage de toutes les nouvelles fonctionnalités qui viennent avec pour avoir plus de productivité de vos employés. Fait que si vous ne formez pas vos employés, les autres, ils ne savent pas qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui peuvent prendre avantage, puis peut-être qu'ils vont vraiment aimer ça de faire le basculement des applications avec plusieurs applications sur un écran ou diminuer le bruit ou au niveau de la sécurité, améliorer le niveau de sécurité. Fait que ça prend un petit peu de formation et possiblement des machines qui peuvent s'adapter. Moi, je me souviens que plusieurs clients nous ont demandé de déployer 2-3 machines. Puis eux autres, ce qu'ils faisaient, c'est que c'était une cédule. Chaque jour, il y avait des petites. Dans le calendrier, il y avait peut-être 4 sessions que les employés puissent aller sur ce poste de travail-là, puis se familiariser avec le système d'exploitation, jouer un peu avec pour voir qu'est-ce qu'il y en a avec le nouvel système d'exploitation. Sergio, j'ai une question intéressante de Denis. Il demande à quand est-ce qu'on va avoir Windows 12 parce que Microsoft est passé à une cadence plus annuelle pour les mises à jour des OS. Fait qu'il demande, si c'est le cas, il dit la prochaine version de Windows serait disponible au mois de septembre ou octobre 2025. Fait qu'il demande pourquoi qu'on passe de 10 à 11 si le 12 va arriver en septembre. C'est parce qu'on ne sait pas sûr. Oui, c'est vrai. On peut attendre. C'est une stratégie, effectivement, oui. Il me semble qu'on était dans la même situation avec Windows 8 versus 10, parce que tout le monde était sur Windows. Il y avait une bonne partie de nos clients sur Windows 7. Il y a le Windows 8 qui est sorti, puis il y a bien du monde qui ne voulait pas le Windows 8, puis ils voulaient attendre, puis après ça, le 10 est sorti. Fait nous, on a fait une transition, migration de beaucoup de clients de 7 à 10. Oui, c'est une stratégie qu'on peut faire effectivement. Il faut juste prendre en considération que Microsoft donne des dates là, de lancement de nouveaux systèmes d'exploitation. En ce moment, ils disent 2025, fin 2025, mais tout le monde, puis d'après moi, ce que j'ai lu, c'est du 2026 qui va sortir. Fait que moi, je dirais pour être safe, c'est plutôt en 2026 qui va sortir. Fait que ça, c'est une option. Si vous avez des machines, puis vous pouvez vous permettre d'acheter le SKU, d'extensionner, puis d'avoir les mises à jour critiques, sécurité, pour 1 an, bien, ça vous donne le temps d'attendre pour Windows 12 et faire la migration à Windows 12. Oui. Parce que c'est ça. Il faut évaluer le risque d'attendre contre faire la transition. Puis Windows 11, j'imagine, sera quand même disponible pendant un bout parce que il n'est pas sorti hier. C'est ça. Oui. Quand est-ce qu'elle est sorti le Windows 11? Je ne me souviens pas. Il faudrait que je fasse une recherche. Pas non plus. Mais oui, effectivement, le Windows 12 arrive, je vais dire bientôt, mais on sait pas. L'année prochaine, mettons, début de l'année prochaine. OK. On a une autre question de Martine. Où peut-on trouver de la formation à offrir à nos employés qui devront utiliser Windows 11? Ben, nous, on connaît beaucoup d'entités qui font de la formation spécifique pour du Windows 11 pour vraiment, vraiment prendre avantage du système d'exploitation. Moi, quand je dis nous, c'est le succursale à Laval, mais j'en suis sûr que toutes les microages, ils ont un partenariat ou l'offre interne par leur personnel qui peuvent vous fournir ça. Sinon, honnêtement, on fait des recherches sur Internet, formation gratuite, nouvelles features, fonctionnalités de Windows 11. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Beaucoup de personnes qui font des vidéos YouTube pour prendre avantage, mais c'est clair que ça, c'est c'est des 5 minutes, 4 minutes, puis des fois, c'est peut-être quelqu'un qui ne connaît pas son affaire, peut-être c'est quelqu'un qui est bon. Je suggère de faire affaire avec une firme qui est capable de vous donner vraiment une formation. Souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous posent des questions par rapport à votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous voulez l'utiliser? Là, il faut une formation personnalisée à vos employés. C'est fait à distance, par Teams ou quoi que ce soit. Puis tout le monde peut écouter cette vidéo-là.
Sinon, il y a des vidéos de Microsoft, je pense, aussi. Oui, aussi. Ouais. Mais on demandait quand est-ce que Windows 11 est sorti. Merci Kellyanne qui a fait la recherche pour nous. Puis Oui. c'est sorti en octobre 2021. Fait que Ah, OK. techniquement, c'est 10 ans. Donc, Ouais. techniquement, on ne sait pas qu'est-ce que Microsoft va faire, hein, mais fait que merci Kellyanne de faire Merci. cette recherche pour nous. Fait que le monde en Windows 10, vous êtes en retard. Let's go. Planifie la transition vers Windows 11. OK, so, en commençant le processus tôt, tout le monde on a le temps d'identifier résoudre les risques avant que ça devienne problématique dans le futur. Puis rien ne vous empêche de faire vos tests et la planification d'aller vers Windows 12. C'est le même genre d'exercice. C'est clair qu'on n'a pas vraiment la liste de compatibilité pour le moment pour Windows 12, mais ça reste qu'il y a quand même un exercice qu'on peut faire si on sait qu'on a déjà des applications à changer ou mettre à jour, si on a différentes problématiques ou peut-être différents systèmes dans votre réseau qu'il faut qu'il suit aussi. Parce que là, on parle des postes de travail, mais c'est clair que si vous avez des serveurs avec des systèmes d'exploitation qui sont désuets ou ne sont pas pris en charge ou la fin du support est déjà passée, il faut passer à ça aussi. Là. Ça vient ensemble. Regardez votre budget, de planifier de l'avance, mais peut-être vous n'êtes pas obligé d'acheter toutes les machines ou vous n'êtes pas obligé de peut-être demander de l'aide avec un fournisseur. Et ce coût-là, ben, au lieu de le payer une fois, ben, peut-être que vous pouvez éparpiller ou séparer cette charge de budget à travers plusieurs mois ou jusqu'à l'année prochaine. C'est vraiment l'exercice que vous devriez faire pour voir comment que. Le but, c'est d'être proactif. On dit toujours à nos clients, on n'aime pas ça dire aux clients, il y a un manque d'espace, ça vous prend 10 000 sur votre serveur pour ajouter de l'espace. Le but, c'est de vous aviser 2 ans en avance, comme quoi qu'on a vu une tendance que X pourcentage de disques durs se remplit. Donc, dans 2 ans, vous n'avez plus de place. C'est la même chose. C'est toujours bon de planifier avec les recherches avec Microsoft, de planifier une mise à jour de système d'exploitation en avance pour éviter tout le coût de tout ça dans une année, mettons. De minimiser les perturbations, de faire vos tests. Ça vous donne un petit peu plus de temps de faire le test d'optimisation, quelques employés, quelques départements, tester comment ça fonctionne. Si ça fonctionne bien, ben parfait, on s'en va aux prochaines personnes, on va les mettre à jour un peu à la fois. Selon votre budget, ben, peut-être on a juste X nombre de machines qu'on peut remplacer cette année, puis le reste, c'est l'année prochaine. Fait qu'encore une fois, progressivement. Si vous avez au niveau de l'expertise, si vous avez du monde à l'interne technique, parfait, ben là, ça leur donne le temps de planifier tout ça parce que veut pas, les mêmes personnes sont souvent impliquées dans des appels de service, dans d'autres projets, à faire les recherches et c'est clair que si tout arrive en même temps, ben, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va payer pour tout ça si il y a un manque de ressources. Et ben, si vous faites affaire avec un fournisseur, ben nous aussi, si on se fait demander par 400 clients le mois d'octobre pour faire une migration, c'est clair que je ne peux pas répondre à ces besoins-là. Et le dernier point, c'est vraiment côté matériel. Si vous décidez d'acheter tout le matériel à partir du mois d'octobre, je vous dirais, à partir de maintenant, il commence à avoir des délais. Fait qu'il faut penser à ça. Si vous avez des machines qui ne sont pas compatibles, vous envisagez de changer ces machines au mois d'octobre, pensez un peu plus rapidement parce que les manufacturiers commencent à avoir de la misère à sortir des machines. Pourquoi? À cause de Windows 11, à cause qu'il y a du monde qui maintenant ont décidé de commencer à acheter des machines, fait qu'ils vont avoir une base d'inventaire partout, soit distribution ou les manufacturiers directs. Fait que tout ça, le plus qu'on attend, le plus de problématiques qu'on risque d'avoir. Il y a une question de Marc. Il demande qu'est-ce que la mise à niveau vers 11 est fiable? Est-ce que, j'imagine, la mise à niveau vers 11 est fiable? En termes de système
j'imagine, je ne sais pas si la question peut être plus détaillée. Fiable en termes de sécurité, oui. Ah, Fiable mais en termes de fonctionnalité, oui. Puis c'est pas juste moi qui dis ça, je le vois à travers tous nos clients qui routent du Windows 11 parce que nous, on a des métriques et on est capable de voir que les clients qui ont des systèmes d'exploitation désuets, non supportés, c'est les clients le plus bruyants pour nous parce que ces systèmes-là, il y a plus de problèmes que les nouveaux systèmes. Fait que oui, c'est beaucoup plus solide. fait que Puis côté fonctionnalité. personnellement, moi aussi, je l'ai vécu avec mon Windows 10. J'ai eu quelques problématiques avec mes machines. Je suis un peu power user, j'ai beaucoup d'applications qui roulent. Quand j'ai fait le switch à Windows 11, j'ai vu la différence. J'ai vraiment vu la différence. Ma machine, ça fait peut-être 1 an que je roule Windows 11. Il n'a jamais planté, jamais eu de blue screen. J'ai jamais eu des instances où je n'étais pas productif. J'ai jamais eu des instances où j'avais pas de machine parce que quelque chose ne marchait pas. Fait que je croise les doigts, là, ça va bien, c'est peut-être juste moi, mais moi, j'ai vu une différence avec Windows 11. Marc aussi demande est-ce que l'espace requis sur le disque est fiable? Et est-ce que c'est. Je suis pas sûre. L'espace sur le disque, vous voulez dire avec un disque dur que vous avez, est-ce que c'est suffisant pour Windows 11? Il faudrait cliquer sur les liens de Microsoft, ça vous donne la liste au complète. Vous pouvez faire l'exercice pour voir combien d'espace que ça vous prend. Mais c'est vraiment, nous, ce qu'on a fait pour nos clients en service géré, c'est qu'on a bâti des scripts qui font ça. C'est clair que c'est un exercice manuel, malheureusement. Le lien va vous envoyer vers c'est quoi les exigences minimes, mettons. Puis là, si ça dit exemple, ça vous prend 100 gigs de disque dur, ben, il faudrait que vous checkez sur toutes les machines pour voir si vous avez 100 gigs d'espace disponible. C'est une tâche manuelle, mais vous pouvez, s'il y a du monde technique à votre entourage, on peut faire des scripts dessus pour essayer de sortir tout ça instantané. Fait que nous, on a fait ça parce qu'on gère nos environnements de nos clients. Fait qu'on est capable de facilement voir la liste des exigences des équipes de Windows 11 versus le matériel et software qui est installé sur chacun des postes. Ça fait une comparaison, puis ça me dit, 10% de votre flotte n'est pas compatible avec Windows 11. Et sur ces disques-là, il faut changer 5 machines, puis dans les 5 autres, ben, c'est juste une disque dur à augmenter ou la mémoire à augmenter. Fait on a trouvé, nous, à cause qu'on a des techniciens, on a trouvé un moyen de faire ça parce qu'on a des outils en place chez nos clients. Mais vous, si vous n'avez pas de fournisseur de services gérés, vous avez vos techniciens, peut-être vous avez un outil pour sortir une liste d'inventaire. Il faut faire la comparaison de tout ça pour voir qu'est-ce que ça prend comme changement. Fait que, on a 2 autres questions, Sergio, avant qu'on Oui. avance. Dominique demande est-ce qu'il y a un outil qui peut nous aider à vérifier la compatibilité des applications sur Windows 11? Je pense que oui. C'est-tu le même? C'est pas le même qu'on a mis tantôt, sais-tu? Je pense que oui, puis c'est l'outil de Microsoft. Je pense, mais je ne suis pas sûr. Ça prendrait, je vais le noter. Il Mais va oui, falloir qu'on Dominique, réponde. on va vous envoyer. Mohamed dit oui, mais OK. on va vous envoyer. On va faire une recherche pour toi. Justement, Mohamed a une autre question qui dit y a-t-il des paramètres de sécurité avancés à mettre en place sur Windows 10 si nous devons le conserver temporairement? Ben, moi, je vous suggère juste de le protéger correctement, mais est-ce qu'il y a d'autres mesures de sécurité à mettre en place? Non, pas pour le moment, pas ce que j'ai vu, moi. Juste s'assurer qu'il y a un bon antivirus nouvelle génération, EDR, Endpoint Detection Response, quelque chose qui peut protéger votre environnement. Pas un antivirus traditionnel, s'il vous plaît. Mettez quelque chose qui est assez intelligent avec un engin qui est capable de détecter du comportement. Parce que on trouve que les antivirus traditionnels manquent, ils ont des problèmes en termes de pogner toutes les vulnérabilités ou toutes les attaques là, qui arrivent.
Mais non, faire d'autres changements, je suis sûr qu'il y a ils appellent ça du software hardening ou OS hardening. Il y a toujours moyen de faire ça sur chacun des systèmes d'exploitation, que ce soit poste ou serveur. Il y a toujours moyen de rajouter plus de sécurité. Puis il y a des places, nous, nos techniciens, il y a des différentes méthodologies pour le faire, mais en faisant des recherches sur Internet, vous pouvez trouver différentes façons de genre fermer les portes, mettre des cadenas, mettre les barreaux sur les fenêtres et un autre plexiglas. Il y a différentes choses qu'on peut mettre sur le Windows 10 pour le sécuriser encore plus. Mais il faut juste faire attention parce que peut-être que ça va empêcher de faire fonctionner votre application qui n'est pas compatible, qui roule toujours en Windows 10, puis des fois, il utilise certaines de ces fonctionnalités-là. Alors, Joël nous a envoyé un lien pour justement faire une vérification pour la compatibilité. C'est bon. Joël, je vais le mettre dans le chat. Joël, juste, je ne sais pas si c'est juste parce que ça dit matériel ou appareil, mais est-ce que vous savez si ça vérifie les applications aussi? Puis pendant qu'il répond, ben, c'est Ouais. la prochaine page, c'est vraiment, comme je parlais, inventorier votre système. Fait que ça prend un inventaire de vos machines, la compatibilité, comme qu'on est en train de parler, des différents outils, faites les tests, rouler les scripts, rouler quelque chose pour vous donner des réponses maintenant. Comme ça vous aide à préparer pour le futur. Ensuite, ben, si vous pensez que ça va peut-être fonctionner sur Windows 11, allez-y, faites une machine Windows 11, testez-le, voir si ça fonctionne. Puis ensuite, ben, quand vous êtes sûr que ça va fonctionner, développez votre plan de déploiement un petit peu à la fois ou différents départements. Et le plus important, c'est vraiment la communication vers vos employés. Avisez vos employés que Changement. c'est pas comme le vendredi soir quand on l'a migré, puis le lundi matin, ils vont rentrer, puis là, c'est Windows 11. Ça va vous donner un petit peu de perturbation, comme on disait, là, le monde qui vont peut-être être moins productif que d'être plus productif pour un petit bout. Fait que juste la réponse pour le lien, c'est juste le matériel. Donc, ouais, c'est ça. Fait que, Il faudrait trouver quelque chose qui qui pour teste la les applications. compatibilité des applications. Ouais. Ouais. On va faire une recherche. Ouais. Nous, les meilleurs, honnêtement, ici, quand on soupçonne qu'une application ne fonctionnera pas avec un OS, on installe, on a des sandbox, on a des environnements test, on le monte, on installe l'application, on fait le test, puis on voit ce que ça donne. Okay. Donc, commencez votre plan maintenant. Je pense que ça finit. J'arrête de parler bientôt. On vous fournit le livre électronique gratuit. Maria, je vous laisse parler de ça. Quand est-ce que tu me dis vous? On se connaît Oui, depuis c'est vrai. quand? Je te Mais en tout cas, laisse. oui. Fait qu'on, comme je disais tantôt, il y a un livre électronique on met à votre disposition qui parle un peu de ce qu'on a parlé aujourd'hui. Je vais mettre le lien aussi dans le chat pour que vous pouvez aller le télécharger. Et avec ça, ben, si on n'a pas d'autres questions, à part que Joël dit qu'il a fait sa migration de 10 à 11 et puis ça a bien été avec ses applications. Donc, merci Joël. Ouais, Fait je ne que, veux pas semer la panique, là. C'est pas ça tout à fait, là. C'est nous, pour les clients qu'on a fait des migrations, là, ça a bien été. Ça a relativement bien été, là. Honnêtement, mais les je pense, applications qui ne sont pas compatibles ou des applications qui fonctionnent sur Windows 10, il y a des bonnes chances qu'ils vont fonctionner sur du Windows 11. Là. Quand je parle de l'application non compatible, là, on parle vraiment des vieilles applications, là, quelque chose que ça fait longtemps que c'est dans le système ou dans votre entreprise. Puis là, ça peut être problématique. Mais en moyenne, ce qu'on a vu, c'est surtout quand c'est bien planifié, c'est une migration qui était, le déroulement, c'était bien. Sans trop de problèmes. Après la migration, le support, c'était très minime. Quand c'est bien planifié, ben, tout le monde est content. ben c'est ça le but de notre présentation, c'est de vraiment dire que la meilleure chose, c'est de planifier. Puis s'il y a des problèmes, bien, au moins il y a le temps
pour régler ce problème-là. Donc, on vous encourage à parler avec votre fournisseur ou avec Microage pour voir comment on peut vous aider dans ce cheminement. Fait que, avec ça, je vois pas d'autres questions. Fait que merci de votre participation à notre webinaire aujourd'hui et encore une fois, on vous encourage de télécharger le livre électronique. Notre prochain webinaire sera présenté le 13 mars et ça va porter sur justement Microsoft Copilot et les nouveautés dans ce côté-là. Fait que gardez un œil sur vos courriels et les canaux médias sociaux pour une invitation. Entre-temps, il y a une autre question qui est rentrée de Réal. Est-ce que Microsoft n'avait pas parlé de la fin du support de Microsoft 365 sous Windows 10 après octobre? Oh, bonne question. Ce que nous, on a entendu, justement, on en parlait plus tôt cette semaine, c'est que les Office qui marchent on-prem vont être désuets depuis le mois d'octobre. J'avais pas entendu pour Microsoft 365. Donc, c'est une bonne question, Réal. Désolé. On va faire une petite Il me recherche semble que là-dessus c'est aussi. les applications locaux. Hein? Oui, c'est ça que j'avais entendu. C'est les applications locaux. Oui, ouais, c'est ça, je vois. Ben, c'est ça, c'est Microsoft. Hein? Il essaie de pousser tout le monde vers du Windows 11. Émilie, oui, on a une session en anglais justement sur ça à 1h15 ou 13h15 cet après-midi. Je peux t'envoyer le lien si jamais ça peut vous aider. Mais avec ça, on va dire merci beaucoup à tout le monde et merci beaucoup Sergio pour la présentation. Et on vous souhaite une bonne journée et une bonne après-midi. Et Merci sous tout le monde. la neige. Ouais. Bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Bye bye.